Mesdames et messieurs, autant que vous êtes, et chacun dans son domaine de compétences, vous êtes les délégués de l'institution judiciaire dans ses différentes composantes. Il vous revient de porter le message de la loi, de l'appliquer et de la faire appliquer. Je vous soumets ici, à votre méditation, ces quelques questionnements. Est-il conforme à la loi qu'une personne qui a purgé sa peine continue de garder prison plusieurs jours, voire des mois ou des années après? Est-il conforme à la loi qu'une personne soit en détention préventive au-delà du délai légal sans décision judiciaire? Est-il conforme à la loi qu'une procédure de référé dure des années? Est-il toujours conforme à la loi qu'une procédure abrégée soit traitée comme une procédure ordinaire? Est-il conforme à la loi que les procédures de flagrance soient traitées comme des procédures ordinaires? Est-il conforme à la loi, mesdames et messieurs, que des dossiers relatifs à l'état des personnes et aux successions, malgré leur sensibilité, demeurent sans réponse de la justice pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? Qu'est-ce qui explique la durée excessivement longue des procédures collectives d'appurement du passif? Pourquoi le faible taux d'exécution des peines d'amende? Comment expliquer les lenteurs observées dans la mise à disposition des copies et expositions de jugements aux parties? Comment comprendre la disparition des dossiers et l'absence de leurs traces dans les registres institués par la loi? Est-il normal que des jugements soient rendus à l'insu des parties pour leur priver des voies de recours prévues par la loi? Est-il normal qu'une procédure puisse obtenir d'une même juridiction, pour un même motif, un nombre de renvois qui couvre une année judiciaire? Est-il conforme à la loi que des recours formés ne soient pas transmis à la juridiction compétente plusieurs mois, voire des années plus tard? Est-il conforme à la loi que les délibérés ne soient pas vidés aux dates indiquées aux parties, ni même prorogés? Est-il conforme à la loi que les décisions prises en cours de délibéré soient altérées unilatéralement par un membre du collège délibérant? Est-il encore conforme à la loi que le nom d'un magistrat qui n'a pas assisté au débat et à la délibération puisse figurer sur le jugement? Est-il conforme à la loi, est-il normal que les magistrats du siège puissent, à l'insu de leurs collègues du parquet, se rendre dans des commissariats ou brigades de gendarmerie pour poser des actes de trafic d'influence? Ces réalités, non exhaustivement énumérées, sont parfaitement connues des chefs de service que vous êtes. Nous avons intérêt à agir chacun dans son domaine, dans l'intérêt de la cause commune qu'est la justice. C'est dans cette perspective que le chef de l'État m'a instruit de vous réunir ici à Libreville pour la tenue du présent atelier qui vise l'optimisation de l'organisation et du fonctionnement des services judiciaires. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que nonobstant l'encadrement légal de vos activités, des actes et comportements déviants persistent. Il est dorénavant clair que la mise en œuvre des textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des juridictions n'est pas toujours conforme aux prévisions de la loi. La nécessité se fait ainsi de plus en plus sentir de procéder à une autopsie de l'écosystème organisationnel et fonctionnel de la justice. Une telle perspective appelle à confronter la lettre des textes organiques et les pratiques. Les pratiques doivent tendre à une plus grande protection des droits humains et un respect scrupuleux des procédures. Les manières de faire doivent concourir à l'intensification de la lutte contre les phénomènes de la corruption au milieu judiciaire. Vos responsabilités font de vous des managers. Un chef de service est un manager des hommes et des femmes desquels il doit constamment rechercher à tirer le meilleur. Il est aussi celui qui tire vers le haut par son exemplarité et sa dimension humaine et technique.